Mes deux parents étaient médecins à l'hôpital à Paris. Mon frère aîné est médecin, il est pneumologue en soins intensifs, imaginez-vous. Et, il se trouve que j'ai perdu ma mère il y a quelques années et que j'ai vu au moment où elle était malade, où elle était hospitalisée, comment est-ce que ça affectait la belle assurance professionnelle de mon frère. Voilà, et puis en fait, c'est aussi très très commun de raconter dans un premier film une histoire assez personnelle. En fait, je me suis jamais posé la question de savoir si c'était un sujet grave, un sujet qui allait faire peur ou je ne sais quoi. C'est juste quand on fait un film, on sait qu'on va, dans le meilleur des cas, passer 3 ans, 4 ans avec ce sujet, si ce n'est plus parfois. Le sujet, c'était de parler de votre frère ou de Je votre sais mère? pas, ça n'a jamais vraiment cessé de changer. Et je me suis rendu compte bien après de certaines choses qui étaient dans le film et que j'avais pas forcément imaginé y mettre, en tout cas consciemment. Et donc au tout début, l'idée pour moi, c'était de raconter l'hôpital sous cet angle que j'avais découvert quand j'étais enfant, par exemple, et que j'allais voir mes parents au boulot, et que leur bureau, c'était un hôpital. Et on était, mes frères et moi, les petites mascottes de leur service. Et c'était très joyeux, on était bien accueillis, c'était très chaleureux. Et donc j'avais cette image comme ça en fait, d'un hôpital comme d'un lieu de vie, pas du tout comme d'un lieu lié à la maladie et à la mort. Et cette image de l'hôpital, Sophie Potex, ça vous parle? Ça vous, Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, effectivement, qui parlent. C'est vrai que, enfin, d'abord, je voudrais vous féliciter pour le film qui m'a énormément touchée. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent et qu'on voit dans notre vie quotidienne. C'est vrai que ce qui m'a frappée quand même, c'est quand même une certaine solitude des professionnels et puis peut-être aussi de la famille aussi. Je les ai trouvés relativement seuls dans ce qui leur arrivait. Et aussi finalement que tous les différents médecins, on est effectivement amenés à prendre des décisions difficiles quotidiennement, mais on travaille en équipe et surtout on travaille aussi avec nos autres collègues. Et cette partie-là m'a beaucoup touchée dans le fait de cette solitude finalement des différents professionnels. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans lesquels on peut se retrouver. Ouais. et moi, je me demandais, bon, bien sûr, il y a eu Hippocrate. Ouais. Et est-ce que ça a été facile de monter en film comme ça, pour un premier film, on est en sujet, on va chercher de l'argent pour le faire. Ça a été facile pour vous? Il faudra poser la question Ouais, on lui posera la à mon question, producteur qui est là. Moi, j'ai eu l'impression que ça a été extrêmement simple pour eux. On a vraiment facilité la tâche. Non, je plaisante. Mais en fait, l'existence d'Hippocrate, Est-ce que ça tu me dis si je me trompe, hein, je parle sous ton contrôle. Mais l'existence d'Hippocrate, elle a été double. D'abord, elle m'a aidé, moi, à prendre vraiment un virage pour le film. Hippocrate réussit très bien à prendre en charge la réalité de l'hôpital, les tensions budgétaires, les tensions hiérarchiques, tout ça. Il le fait très bien, ça a eu beaucoup de succès, donc je savais que les gens allaient savoir tout ça. Et je me suis dit, du coup, c'est très bien, je ne veux pas avoir à tellement traiter ça, je vais pouvoir laisser ça vraiment loin derrière et me concentrer sur ce qui m'intéressait. C'est-à-dire ce lien très intime entre un fils médecin et sa mère malade. Et donc j'ai pu emmener le film vraiment résolument vers l'intime, vers presque parfois le métaphysique, si ce mot ne faisait pas tellement peur. Mais voilà, après, tout le monde nous disait « Ah oui, mais ça ressemble ». Enfin, il y a eu Hippocrate. Pour certains, c'était une éventuelle limite pour le film, parce qu'il y avait déjà un film qui existait sur ce sujet. Et pour d'autres, au contraire, le succès d'Hippocrate était la preuve qu'il y avait la place pour des films comme ça. Après, techniquement, concrètement, je ne sais pas comment ils ont fait. Ouais. Je dirais que c'est un film de métier, donc ça peut attraper un public. Je veux dire, à l'hôpital, il se passe beaucoup de choses, donc c'est un sujet, enfin c'est un lieu où on peut parler de beaucoup de choses, enfin où il y a beaucoup de sujets qui peuvent se rattraper à l'hôpital, et donc on sait que on sait que c'est cinégénique, on sait que ça a un potentiel télé. Il y a plein de manières différentes de le traiter, donc on sait que voilà, ça va intéresser du monde. Alors forcément, il y a toujours eu ce truc comparé au film de Tom Haliti, mais c'était une approche très différente, donc on a réussi à convaincre beaucoup de personnes. Et puis bon, pour le
côté rigolo. Aujourd'hui, je sais pas, on entend beaucoup dire que les futures générations ne mourront plus du cancer. Donc on a essayé d'expliquer que l'urgence de faire ce film, que ça se passait maintenant. Et voilà, c'est peut-être comme ça qu'on a réussi à convaincre les financiers, quoi. C'était Je maintenant pense jamais. qu'on va mourir de quelque chose, tous en tout cas. Maintenant, du cancer, peut-être moins, effectivement. Ma scolarité me le permettait pas du tout. Et non, j'ai jamais réussi à faire une équation bilan de ma vie. La chimie, c'était un truc impossible. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques années, il y a quelques années, j'étais journaliste de théâtre, je voulais essayer de faire du cinéma et puis j'y arrivais pas du tout. Et j'avais des grandes angoisses existentielles. Et un jour, j'ai dit à mon frère, médecin, j'ai plusieurs autres frères, c'est pour ça que je précise, et je lui ai dit, oh, quand même, je me perds, je fais n'importe quoi, ça sert à rien, je devrais faire comme toi, je vais reprendre des études, je vais faire médecine. Et il m'a dit, mais t'es complètement con. À quoi tu crois que ça sert le métier qu'on fait, si ce n'est pas pour que, une fois que les gens ne sont plus malades, qu'ils sortent et qu'ils aillent se distraire. Voilà. Donc je dis, ok, d'accord, je vais remettre un franc dans la machine et puis je suis reparti. Cela dit, pardon, mais c'est pas non plus un hasard si le premier film que je fais, alors que ça fait 20 ans que je rêve sans trop me l'autoriser à faire, à faire du cinéma, c'est pas un hasard si c'est précisément ce film-là, sur l'hôpital, sur le métier que pratiquaient mes parents, sur la mort de ma mère, sur mon frère, et tout un tas de choses encore. Ouais, c'est peut-être ma façon à moi de quand même m'inscrire dans la lignée familiale et puis oui, de leur rendre hommage modestement, quoi. Si on se place en tout cas dans l'hôpital d'aujourd'hui, je crois que ce qui est vraiment important, et ça m'a frappé aussi au tout début du film, quand tout d'un coup on parle de soins palliatifs, vraiment c'est la fin et on arrête et il n'y a vraiment plus rien à faire, alors que finalement, je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est de plus en plus de prendre les patients, mais aussi de prendre les proches comme partenaires et d'essayer de travailler avec eux pendant plusieurs années, quelquefois plusieurs jours ou quelques mois, et de prendre les décisions ensemble. Et aussi de pouvoir préparer aussi le plus possible le patient à ce qui pourrait se passer peut-être un jour, ou bien aussi de préparer les proches, que ce ne soit pas vécu vraiment comme tout d'un coup on abandonne, ou bien comme tout d'un coup on fait trop. D'abord, même si ce n'est pas ce pan-là que je montre de la vie de ce médecin en particulier, oui, l'accompagnement est en fait un enjeu énorme, évidemment, dans la vie des médecins. Et l'accompagnement, c'est aussi bien expliquer que guider dans les décisions et puis les accepter aussi parfois. Moi, tout simplement, enfin, oui, effectivement. Après, il y a aussi une chose par rapport aux soins palliatifs, par exemple, c'est que j'ai dû faire un choix de scénario. Là, Marthe Keller, le personnage de Marthe Keller est en réanimation et puis elle y reste jusqu'à la fin du film, alors que la réalité aurait voulu qu'à un moment, elle passe en soins palliatifs. Juste, ça arrivait aux 2/3 du film et relancer toute une mécanique pour faire sortir d'un service, renvoyer dans un autre, expliquer tout ça, etc. C'était en fait, en termes de scénario, purement et simplement, c'était trop lourd. Et j'ai fait le pari qu'on n'en aurait pas forcément besoin, que si les 2 premiers tiers étaient à peu près réussis, on serait dans l'intimité de ces 2 personnages et le réalisme auquel vraiment j'étais très 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 attentif au début du film, ce réalisme-là, en fait, on en aurait moins besoin. Et du coup, je n'ai pas évoqué l'expérience que nous avons pu avoir, ma famille et moi, en soins palliatifs, quand ma mère y a passé quand même 1 mois ou 2, et que évidemment, on a eu affaire à des médecins qui étaient parfaits, vraiment à la bonne distance, parce que ces services-là sont exactement ces services où ces enjeux-là qui sont quotidiens. L'enjeu n'est plus de sauver. Parfois, peut-être, certains médecins peuvent se tromper un peu. Et
ce que le film dit, c'est que le rôle d'un médecin, c'est de diagnostiquer et de prescrire, c'est de soigner, c'est pas de sauver. Parfois, soigner sauve et permet de repousser les échéances, parfois très, très, très loin, et tant mieux. Mais c'est une illusion de croire qu'on peut vaincre contre la mort. C'est une évidence, pardon, mais voilà, en soins palliatifs, cette évidence-là, elle est tellement le cœur du métier que l'accompagnement est aussi tout à fait central, quoi. Merci en tout cas pour votre réponse. Peut-être dire quelques mots par rapport à la situation à Genève. Nous avons depuis de nombreuses années des unités de soins palliatifs qui accueillent effectivement des patients qui sont en situation palliative. Et je pense que le défi déjà depuis plusieurs années, mais qu'on aimerait pouvoir continuer à avoir au cours des prochaines années, c'est de pouvoir finalement connaître les patients beaucoup plus précocement, de pouvoir commencer finalement cette prise en charge, je dirais un petit peu en binôme avec les spécialistes, que ce soit les pneumologues, les oncologues ou toutes les autres spécialités, et que finalement on fasse un petit peu partie de la vie des patients qui ont une maladie sévère et qu'on ne soit pas juste associé aux derniers jours de vie. Et dans ce cadre-là, alors peut-être pas les services de réanimation, mais je pense qu'on aimerait aussi que des patients puissent finalement être et mourir dans toutes sortes d'autres services, et d'ailleurs aussi à domicile, accompagnés par les professionnels, mais soutenus par les équipes de soins palliatifs. Mais moi, je suis absolument convaincu que les hôpitaux sont des lieux de vie. C'est même de cette conviction que la toute première idée du film est née, et elle était assez éloignée de ce que le film est devenu. Mais oui, c'est un lieu de vie, mais c'est un lieu de vie vraiment jusqu'au bout. Ce personnage, il doit d'abord admettre son impuissance pour renouer un lien physique avec sa mère, qu'il n'avait pas totalement perdu, mais enfin, il revient, au début il est un peu distant, un peu avec tout le monde, et on le voit finalement masser les jambes de sa mère. C'est vraiment un mouvement assez ample, c'est pas anodin pour ce personnage, et ne serait-ce que la scène des glaces, s'il doit rester un tout petit peu de vie, eh ben, faut en profiter. Et puis c'est à l'hôpital que ça se passe quand même, malgré tout, quoi. Mais c'est quand il est redevenu un fils et qu'il a reconnecté avec certains champs de son existence qu'il avait un peu abandonnés, qu'il peut se permettre ça, quand il a accepté l'idée qu'il ne la sauvera pas. Moi, j'aimerais rebondir sur le côté aussi cinéma. Justement, madame a dit justement que vous le montriez très bien, mais pour le montrer, bon, d'abord, il faut l'écrire, il faut le tourner. Je trouve que le film est fort, il est sincère, il est délicat aussi, parce qu'il y a des acteurs formidables. Je pense à Jérémy Régnier, bien sûr, mais aussi à Marthe Keller, à Maud Villers, à tous les petits rôles qui sont là. Et j'aimerais souligner aussi votre talent de directeur d'acteur. Quand on est cinéaste, réalisateur, bien sûr, on pense au scénario, mais il faut aussi trouver les personnes qui incarnent ces personnages. Et comment vous avez, en écrivant le film, est-ce que vous avez pensé à des comédiens? Comment vous êtes arrivé, je ne sais pas, à Marthe Keller, à Jérémy Régnier? D'abord, je vous remercie pour le talent que vous me prêtez. Moi, j'ai l'impression Pour un premier film, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le film est fort. Il est... Quoi? Oui. Merci. Non, mais alors, le principal talent d'un directeur d'acteur, c'est peut-être juste, enfin peut-être le seul même, c'est de choisir les acteurs. C'est vraiment la seule chose que j'ai faite. Le reste leur appartient. Je savais, heureusement, ça met longtemps, d'écrire un film, de trouver l'argent, etc. Donc quand on arrive sur un plateau, ça fait 3 ans qu'on travaille, qu'on mûrit un projet. Donc je savais quelle histoire je voulais raconter et à peu près comment. Donc j'ai juste eu à rectifier un tout petit peu parfois des petites choses, mais c'était un dialogue implicite presque. Ils étaient là, ils étaient les personnages, ils s'en sont emparés, ils l'ont fait avec une générosité incroyable. Et très franchement, s'ils sont convaincants, s'ils sont bien, moi je les trouve formidables, mais je m'en attribue aucun mérite parce que
c'est vraiment eux qui m'ont fait ce cadeau presque. Attention. Et non, quand j'écrivais le scénario, je n'ai pas du tout pensé à des acteurs. Le seul auquel je pensais, c'est celui qui joue Fred, parce que c'est un de mes potes depuis 20 ans, et qu'on a rêvé ensemble de faire des films un jour quand il était ouvreur dans un cinéma, et qui me faisait rentrer comme ça par la porte de derrière tout le temps. Voilà, c'est le seul, je savais quel genre de blague nulle il fait tout le temps, et quand même quel genre de confiance incroyable on peut avoir en lui. Voilà. Et pour le reste, non, j'ai pensé à aucun comédien, tout simplement parce que pour moi, arriver à écrire ce scénario, déjà, arriver à gravir cette montagne-là, c'était déjà énorme. Et le fait que ce scénario devienne un jour un film, c'était de la science-fiction. Voilà. Mais quand la question a commencé à se poser, un peu plus tard, grâce à Candice Zaccanino, ma productrice, et Olivier, qui est ici, producteur aussi, il se trouve que moi, je suis cinéphile, j'ai grandi avec les films des frères Dardenne, j'ai vu Jérémy Régnier grandir et s'épanouir, donc je trouve que c'est un comédien formidable. Il était tout de suite tout en haut d'une petite liste. Et est sorti ce film que j'ai trouvé incroyable, Ni le ciel ni la terre, dans lequel Jérémy Régnier était super, dans un registre vraiment très proche de ce film. Il endossait une responsabilité bien trop grande pour lui, il le faisait pour d'autres, et jusqu'au moment où il craquait. Voilà, donc on lui a envoyé très vite, et il a eu la bonne idée d'accepter, alors qu'on n'avait pas encore le moindre partenaire, le moindre financement, évidemment, etc. Pour Marthe, c'était différent. C'est que je pense que le rôle de la mère, c'est le dernier parmi les rôles principaux qu'on ait casté, tout simplement parce que j'avais très peur de ça, parce que je me disais, c'est un rôle impossible à accepter pour une comédienne. Enfin voilà. Et elle a eu cette folie, cette générosité de l'accepter et de l'investir avec une bonne humeur et une légèreté folle, une classe incroyable, et de réussir à rendre ce rôle très, très, très lumineux. On a énormément ri pendant tout le tournage. On s'est vraiment bidonné du début à la fin, grâce à eux, grâce à elle. Et d'ailleurs, Marthe m'a chargé de vous dire qu'elle était très triste de ne pas pouvoir être là ce soir. Elle est en tournage et elle aurait voulu venir défendre le film, en parler. Elle est en plus incroyablement drôle. Voilà. Mais elle ne peut pas. Voilà. Donc elle vous dit bonsoir et elle viendra une prochaine fois. Voilà. Voilà, je crois. Et puis, justement, votre frère a vu le film, a lu le scénario. Qu'est-ce qu'il en pense? Votre famille, en fait. Ils en pensent du bien, heureusement. Ou alors, je sais pas. Oui, non, ils ont été assez surpris et soulagés, je crois, de constater à quel point ils se reconnaissaient dans le film. Ils reconnaissaient beaucoup de choses qu'on a vécues familialement et intimement, et que tout ça, toute cette réalité intime est complètement mêlée à la fiction. C'est complètement eux, et c'est complètement de la fiction aussi. Cette distance-là les a, je ne sais pas comment dire, leur a permis de voir un film et pas juste d'être replongé dans cette histoire. Je pense qu'ils devaient redouter un peu, particulièrement mon frère. Alors il fanfaronne un peu en disant qu'il a son biopic, mais en vrai, je pense qu'il avait un peu peur, comme moi. Il savait que j'écrivais un film sur l'hôpital, et je l'avais suivi pendant quelques jours dans l'exercice de son métier. Et puis, j'ai commencé à écrire, et le projet est devenu autre chose. Petit à petit, le projet est devenu effectivement beaucoup un film sur lui, et sur ce moment très précis de notre vie où on a perdu notre mère. Mais je ne lui ai pas tellement demandé son avis, donc
Le moment où je lui ai envoyé le scénario, j'ai eu très très peur. C'est le moment où j'ai eu le plus peur. Parce que s'il avait jugé que c'était trop intime, que ça trahissait trop de son expérience et qu'il ne voulait pas la partager, je crois que j'aurais abandonné le projet. Donc j'ai eu un petit vertige. Et en même temps, je vous dis ça aujourd'hui parce qu'il a accepté. Donc, mais oui, oui, on s'est tous fait un peu peur quand même. Mais c'était aussi vraiment très joyeux et très galvanisant de se dire que j'étais en train de faire quelque chose à partir de la mort de ma mère, et que c'était pas juste quelque chose qui restait un poids ou qui restait une tristesse. C'est toujours très triste, et c'est aussi joyeux. C'est quelque chose comme ça que dit le film aussi, peut-être. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est un film sur la vie. Et c'est un très bel hommage, je trouve, à votre mère, à votre famille. Merci. Je trouve que la famille est centrale dans le film aussi. Ah oui, je suis Parce qu'il y a persuadé aussi que... le père. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a beaucoup touché, en tout cas. Merci. Oui, mais ça, c'est parmi les surprises que j'évoquais tout à l'heure et dont on n'a pas forcément conscience. C'est vraiment... je pense aujourd'hui, oui, que c'est un film plus sur la famille que sur l'hôpital. Et c'est un peu paradoxal, puisqu'on ne quitte presque pas l'hôpital. Mais c'est quelque chose qui s'est révélé après coup. En fait, curieusement, j'avais pas encore de scénario, mais j'avais ce titre. Et pour moi, il est à entendre plutôt dans un sens presque religieux. Mais pas du tout, en tout cas, en référence à ces organismes un peu disciplinaires qui garantissent l'éthique enfin voilà, qui contrôlent, je sais pas comment il faut dire, l'éthique des médecins et leurs bonnes pratiques. Non, c'est vraiment à entendre comme voilà, on rentre en médecine comme on rentre en religion un peu. Surtout quand on va travailler à l'hôpital et quand on va consacrer tant de temps à cet univers, il vaut mieux avoir eu la vocation. Puis tout le vocabulaire est assez proche en fait. On prête un serment, on porte une robe à ce moment-là, même la blouse est une sorte d'habit. Voilà, et puis ce personnage, ce qu'il traverse, en faisant l'expérience de son impuissance, il traverse vraiment une crise de vocation. Tout ce en quoi il investit sa vie perd du sens. Il est dans un désarroi presque total, et il va falloir qu'il aille trouver ailleurs un peu de sens à son existence. Moi, j'ai plus pensé. Évidemment, j'ai vu des films sur l'hôpital pour me documenter, pour me nourrir, mais j'ai plus pensé à des films comme Oslo 31 août, par exemple, ou Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, justement sur ces moines en Algérie. Et ce personnage d'Olivier Rabourdin, enfin, qui est joué par Olivier Rabourdin, qui, au moment où justement la possibilité d'un salut ou d'être sauvé, je ne sais pas quoi, je ne suis pas croyant, mais cette possibilité-là ne lui est en fait d'aucun secours, il est juste totalement paniqué par la possibilité imminente de la mort, quoi. Voilà, ça me semblait être quelque chose d'assez proche de ce qu'allait vivre le personnage de Simon dans le film. Je ne sais pas lequel exactement, mais certainement. En fait, j'ai entrepris ce film. Ma mère était décédée déjà depuis 2 ans. C'est en fait assez court dans un processus de deuil, mais d'abord, j'ai pas tout de suite. C'était pas du tout le cœur du film au tout début. Il a fallu que j'admette ça. Et dans le processus d'écriture, le moment où j'ai cessé de résister à ce que ce film soit en fait un film sur la mort de ma mère, ça a été un vrai soulagement. L'écriture est devenue quelque chose d'en fait assez joyeux, paradoxalement. Mes proches s'inquiétaient un peu pour moi. Ils me disaient, ah bon, quand même, est-ce que c'est pas trop dur et tout? En fait, non, parce que justement, j'étais en train de fabriquer quelque chose. Je savais pas quoi, mais en tout cas, j'étais en train d'apprendre à vivre avec tout ça et d'en fabriquer quelque chose. Et cette impression-là, cette conviction-là était assez galvanisante. Et je m'aperçois que en fait, je n'ai fait
que ce que ma mère a toujours fait avec ses propres morts. Évidemment, ce que dit le père dans le film au personnage de Jérémy, ça fait écho à la Shoah, à la perte de grands-parents dans les camps, etc., évidemment. Mais pas seulement. Ma mère avait perdu son frère, son un peu plus jeune frère, dans les années 80. Il est mort jeune du sida. Et ça avait été décisif pour elle, dans sa carrière de médecin, puisqu'elle a décidé de se consacrer à la recherche contre le sida et à la prévention. Alors nous, on était adolescents, elle venait faire de la prévention, c'était horriblement gênant. Elle venait avec des bites en bois et puis des préservatifs, elle expliquait à tout le monde comment il fallait faire. C'était horrible. Voilà. Mais donc, elle faisait vraiment son truc à elle pour être heureuse et pour vivre quand même et en profiter pleinement. C'était de tourner à son avantage la mort de ses proches. C'était une façon de leur rendre hommage, mais une façon aussi très quotidienne quand même, donc pas du tout solennelle. En fait, en faisant ce film, j'ai fait ce qu'elle avait toujours fait, quoi. Et quasiment sa mort a engendré ce film. Je disais que je n'allais pas être solennel, mais bon, c'est une petite punchline un peu. Une dernière remarque peut-être ? Non ? Alors, merci David Roux. Merci beaucoup. Sophie Potex. Merci.